Est-ce que vous avez vu la pub Lego pour le mondial 2026 avec Messi, Ronaldo, Mbappé et Vinicius? Et surtout, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je serais vraiment curieux de savoir votre ressenti, pas pour savoir si vous l'avez trouvée belle ou marquante ou forte, et cetera, mais surtout de savoir est-ce que vous sentez vous aussi que quelque chose a changé dans la manière dont on essaye de nous faire rêver? On va garder ça en tête dans la vidéo, dans l'idée que j'essaye de développer ici, parce que j'aimerais vraiment qu'on compare, nos impressions. Moi, personnellement, elle m'a capté pour plusieurs raisons. La première, elle est simple, j'adore le foot. Et ça, je pense que vous l'avez constaté si vous suivez la chaîne. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous parce que ici, on parle passion du foot, on parle de l'actu du foot, bien entendu, mais aussi de tout ce qu'il y a autour, de la psychologie du joueur et de ceux qui animent ce monde, les médias, la communication et la manière dont tout est pensé pour provoquer des émotions. Et justement aujourd'hui, on va parler de ce que cette pub dit sur l'évolution de notre imaginaire du football. Et la deuxième raison, c'est que j'adore Lego. Mais vraiment, hein, c'est pas juste un truc que je dis par hasard parce que ça colle et qu'il y a la pub qui est sortie. J'ai vraiment une affection pour cet univers. J'ai d'ailleurs ma petite tradition pour chaque Noël, chaque année. J'ai mon petit Lego que je construis. Vous pouvez pas le voir là, mais j'ai mes maisons de Noël, les carousels, etc. J'ai même ma femme, regardez, juste pour vous dire, ma femme qui m'a offert ce coffret-là, Lego, je sais pas si on peut bien le voir là, mais ce coffret Lego pour mon anniversaire. J'ai aussi celui que je dois bâtir ici, je veux le prendre, donnez-moi 2 secondes. Voilà, l'univers Simpson avec la maison Krusty le Clown. Voilà, je sais pas si on voit bien là, je suis peut-être un peu trop près. Donc c'est bien pour dire que vraiment, je suis vraiment à fond dedans, d'accord? Donc quand je vois que Lego débarque, dans un imaginaire football, forcément, moi, ça attire mon regard immédiatement. Et la troisième raison, c'est que j'adore la communication, j'adore le marketing, j'adore la psychologie derrière une campagne. J'adore essayer de comprendre pourquoi on choisit telle image, tel angle, tel casting, telle émotion. Qu'est-ce qu'on essaye de déclencher? Qu'est-ce qu'on veut imprimer dans la tête des gens? Qu'est-ce qu'on veut faire ressortir? Tout ça, ça me passionne vraiment. Donc forcément, cette pub, elle avait tout pour me faire parler. Mais ce qui m'a capté au fond vraiment, c'est pas juste le casting, même s'il est super. C'est pas juste le buzz, même si ça crée énormément d'engouement mondial. J'ai même vu une image que je peux afficher là, qui dit que c'est probablement la meilleure pub de mondial de l'histoire. Mais c'est pas ça qui m'a capté. C'est le décalage complet entre ce à quoi je m'attendais et ce qu'ils ont choisi de raconter. Alors, je m'explique. Parce qu'on est quand même dans la première coupe du monde avec autant de pays. Et quand on entend ça instinctivement, tu vois, on imagine une campagne qui adresse cette promesse-là. On imagine quelque chose de plus large, de plus fédérateur, de plus festif, de plus monde, justement. Moi, je pensais qu'on allait nous vendre encore quelque chose de plus fort. L'idée d'une Coupe du Monde qui porte enfin son nom dans toute sa puissance. Une compétition qui est plus ouverte, plus globale, plus chargée en représentation, en trajectoire, en rêve possible. Je m'attendais à une campagne qui joue là-dessus. Je m'attendais à une pub qui sent davantage le football partagé, davantage le jeu, davantage le plaisir, davantage la circulation du ballon, des émotions, des histoires. Enfin, bref, quelque chose de plus fédérateur. Dans le monde Lego peut-être, mais quelque chose de plus fédérateur. Quelque chose qui rassemble plus qu'il n'établit une sorte de hiérarchie. Quelque chose qui donne envie, d'une certaine manière, d'entrer dans le rêve du tournoi. Parce que moi, quand je repense aux pubs de Coupe du Monde qui m'ont marqué, je repense souvent à ça. Je repense à des campagnes qui vendaient une sensation de football avant de vendre un statut. Je repense à la Coupe du Monde 98. Avec, pour moi, la meilleure pub qui reste la référence absolue, c'est la pub avec le Brésil dans l'aéroport, là. Palipela, toutes les samba, c'est la samba, ti tutti palapila. Désolé, je parle pas portugais, donc je chante la chanson avec comment ça sonne dans mes oreilles. Mais c'était l'air de bossa nova, c'était magnifique. Alors pas seulement parce qu'il y avait des stars, mais parce qu'il y avait du jeu, il y avait de la joie, il y avait du mouvement, une équipe qui s'amuse, un football qui déborde du cadre, qui transforme un lieu banal en terrain de jeu. Je repense aussi à d'autres campagnes qui, avec même de très grandes stars, donnaient le sentiment que le football restait plus grand que les individus. Et c'est là que le décalage m'a frappé. Parce qu'ici, on n'est pas d'abord dans une grande fête du football mondial.
on est d'abord dans une mise en scène de figures, de statues, d'aura, une sorte, tu sais, vous savez, l'idée d'héritage. Vous voyez ce que je veux dire? Presque une idée de succession. Donc, au fond, cette pub, elle célèbre pas tant que ça l'universalité du mondial, mais elle nous vend une sorte de monarchie, voilà, de monarchie du football moderne. Tu vois, qui est le roi du foot, etc. J'ai l'impression que ça vend ça. On vend plus la fête du monde, mais par contre, c'est une salle du trône. Et je trouve cette idée fascinante. Parce que dans cette image, on ne vend pas d'abord une épopée mondiale. On vend d'abord des quêtes individuelles qui cohabitent dans le même cadre. Parce qu'on a Cristiano Ronaldo, qui n'est pas seulement là parce que c'est une immense star. Il est là parce que s'il gagne la Coupe du Monde, ça change vraiment considérablement la narrative autour de lui et de son débat avec Messi. D'accord? Donc il est là avec tout ce qu'un trophée mondial représenterait dans sa place, dans l'histoire, dans le panthéon du foot. Même si c'est déjà très 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 haut, mais une Coupe du Monde, voilà. Messi, pareil. Chez lui, voilà, c'est le Graal absolu. Déjà, il a tout gagné. Ok. Mais il en gagne une deuxième, mais ça le met... Ça... Je ne veux pas rentrer dans le débat Cristiano-Messi, hein, d'accord? Mais voilà, ça donne les argumentaires pour ceux qui soutiennent Messi. Mbappé, lui, c'est autre chose. C'est l'installation sur le trône de l'ère suivante, et même dans la conversation Messi-Ronaldo, il y a 2 Coupes du Monde, sachant qu'il est entre guillemets, entre grosses guillemets, en retard par rapport à la Ligue des Champions, au Ballon d'Or qu'on a pu lui attribuer, etc. Et Vini, c'est un autre registre, c'est celui du prétendant possible. Il a gagné déjà plusieurs Ligues des Champions avec des buts importants, des actions importantes, etc. Il gagne la Coupe du Monde, ça l'installe vraiment dans la conversation. Donc ici, on ne regarde pas simplement une affiche de football, c'est la rencontre de plusieurs ambitions personnelles. Et c'est presque le croisement entre plusieurs affaires intimes avec l'histoire. Et ça change totalement la nature du récit. Parce qu'une Coupe du Monde, pendant très longtemps, dans l'imaginaire publicitaire, c'était un rêve collectif. C'était le tournoi du monde, c'était un endroit où le football devenait une langue commune. Même quand les campagnes utilisaient des stars, elles pouvaient encore vendre une sensation plus large. Le beau jeu, l'envie de jouer, le terrain, la joie du ballon, l'énergie. Avant, les stars pouvaient servir un imaginaire du jeu. Aujourd'hui, ce type de campagne, elles deviennent maintenant le cœur du message. Et je pense qu'on voit un vrai changement dans la communication dans le foot. Alors, pas un changement de qualité, mais un changement dans ce qui capte le plus fort notre attention. Parce qu'en publicité, il y a 2 grands mouvements, en caricaturant. Hein. Il y a 2 grands mouvements. Il y a celui où on essaie d'orienter le désir, on essaie de dire au public, voilà ce qui est beau, voilà ce qui est désirable, voilà ce qu'il faut aimer. Et d'autre part, on a ce qui attire déjà. On regarde déjà ce qui est bankable, ce qui déclenche l'attention, ce à quoi les gens réagissent déjà émotionnellement, et on construit un message là-dessus. Et quand je regarde cette campagne, il est clair qu'ils ont pris légèrement la deuxième option. Donc les marketeurs savent parfaitement ce qui fonctionne aujourd'hui. Ils savent que certaines figures concentrent à elles seules l'attention, le prestige, la projection, le débat, la rivalité et l'héritage. Ils savent que de mettre en avant Messi et Ronaldo, c'est pas juste du foot. Hein, c'est une époque entière résumée dans une image. Ils savent que tu mets Mbappé et Vini, c'est pas juste des joueurs de grande valeur, ce sont des héritiers possibles. Et puis après, il faut être honnête, ça marche. Hein. Comme je l'ai dit, il y en a qui pensent déjà que c'est la plus grande pub de l'histoire. Donc mon sujet, c'est pas de dire que la campagne elle est ratée. Mon sujet, c'est de dire qu'elle raconte quelque chose de précis sur notre époque. Elle raconte qu'aujourd'hui, pour marquer les esprits à l'échelle mondiale, il suffit plus de vendre simplement le jeu. Ça, c'est vraiment marquant. Maintenant, il faut vendre une aura, il faut vendre une rivalité, une transmission. Il faut vendre une place dans l'histoire. Et c'est là où je me sens personnellement en décalage avec ce que j'ai ressenti quand j'étais plus jeune. Parce que quand je repense aux pubs qui m'ont marqué, voilà, c'était le rêve de jouer. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on me demande plus de venir applaudir les mecs que de m'imaginer en train de jouer. Voilà, c'est plus un truc de statut. Donc ça veut dire que c'est plus la même manière de rêver. Et je trouve que c'est une idée importante. Parce qu'on pourrait très vite tomber dans le « Ah, c'était mieux avant ». C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire ici, c'est pas du tout ce que je dis. Parce que ce serait trop simple, et puis parce que ce serait faux. Parce qu'il y a aujourd'hui des idées fortes, des images puissantes, des campagnes qui sont très bien pensées. C'est juste de
pointer du doigt, dans le bon sens du terme, dans le sens attirer l'attention sur l'évolution de l'imaginaire. Et cette évolution, ici, on la voit de la manière presque parfaite. À un moment où la coupe du monde s'ouvre encore plus, la grande image qui impose choisit surtout de mettre en avant, des personnalités. Et ça, c'est vraiment passionnant à regarder, en tout cas d'un point de vue de communication et de marketing. Et puis ça dit quelque chose sur notre société, entre ce qui nous attire, ce qui nous arrête, ce qu'on partage, ce qu'on commente, et cetera. Personnellement, comme je l'ai dit, hein, je m'y retrouve moins dans cette manière de raconter le football, mais je la comprends. Je la trouve même forte dans sa logique, même si ça me parle moins intimement que des campagnes qui sont fédératrices, voilà, et les sauces, mais c'est la vie, comme on dit. Et peut-être aussi, il y a une part de génération aussi, hein. Peut-être que j'ai tout simplement grandi, et que voilà, maintenant, je reçois plus ces images avec la même disponibilité qu'avant. Ça joue aussi. Je crois aussi qu'on n'essaye plus de nous faire rêver de la même manière. D'un football qu'on célébrait comme une fête à un football qu'on met en scène comme une salle de trône. Et même si chacun aura son avis sur la qualité de cette publicité, son statut, sur le fait qu'elle soit ou non la plus grande de l'histoire, une chose est sûre, elle en dit énormément sur notre époque footballistique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite à la prochaine.